Et pour discuter donc de la situation actuelle à Gaza et en particulier, bien entendu, l'Égypte dans le carrefour de la médiation pour pouvoir trouver des solutions tangibles au peuple palestinien, nous avons le plaisir, et pour discuter également de l'impact de ces de deux missives, deux présences en République arabe d'Égypte, nous avons le plaisir de recevoir son Excellence l'ambassadeur Ayman Moucharafa, ancien ministre adjoint du ministre des Affaires étrangères. Bonjour et merci de vous joindre à nous sur Nile TV International. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Je pense que nous n'avons pas encore établi la liaison. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes avec moi? Je pense que nous avons un problème de liaison, donc pour pouvoir... ça y est, monsieur l'ambassadeur, Ayman Moucharafa, bonjour. Allô? Oui, vous m'écoutez, monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous m'entendez bien maintenant. Oui, parce que... c'est très bien. Alors, permettez-moi, Excellence, premièrement, d'avoir votre avis sur ces affirmations du ministre des Affaires étrangères chypriote que l'Égypte, non seulement elle a une place prépondérante et importante en matière de la résolution de la crise du peuple palestinien et de la bande de Gaza, mais aussi que la communauté internationale doit la remercier pour son rôle. Premièrement, votre point de vue sur la question. Premièrement, il y a des relations historiques avec la Chypre et on a toujours eu des consultations continuelles pour tous les problèmes du Moyen-Orient parce que l'Égypte et la Chypre est encerclée d'un acte de crise partout. Alors il y a une nécessité de consulter entre les deux pays sur plusieurs matières et premièrement la situation dans l'est de la Méditerranée et dans la bande de Gaza. L'homologue chypriote, il a vraiment apprécié le rôle de l'Égypte primordial depuis le début de la crise et la position égyptienne de la nécessité. Il y a une convergence de point de vue sur la nécessité d'avoir un cessez-le-feu continuel et inconditionnel et l'acheminement de l'aide humanitaire pour la bande de Gaza et le refus total et catégorique de mouvements forcés de la population de Gaza envers l'Égypte ou un autre territoire, parce que ça signifie que la liquidation du problème palestinien. Oui, alors, monsieur l'ambassadeur, il y a actuellement, je veux dire, il y a une proposition israélienne qui a été présentée via le président américain Joe Biden qui atteste en 3 phases à trouver une solution à Gaza et l'Égypte joue un rôle de médiation très important et bien entendu à côté du rôle qatariote. Mais aujourd'hui, cette proposition, malheureusement, je pense qu'elle n'a pas encore vu le jour. Votre point de vue sur les dernières actualités de cette proposition qui a été refusée par le Hamas hier? Je veux dire catégoriquement que la position israélienne a été toujours ambiguë. Après qu'ils ont, dans le cadre général, accepté la proposition américaine, le Premier ministre, il a dit on ne peut pas faire un cessez-le-feu avant la destruction des capacités militaires et administratives du Hamas. Et tous les propos des ministres religieux comme Smotrich et comme Ben Gvir, ce sont des propositions qui encouragent la guerre
et qui refuse le cessez-le-feu. Alors il n'y a pas une position israélite solide. Et l'opinion publique d'Israël est totalement divisée entre les gens qui veulent, et la famille des otages, qui veulent libérer leurs otages, et les ultra-orthodoxes et les militaristes à outrance qui veulent à tout prix continuer la guerre. Ça, c'est le problème. Alors, les deux, il y a une tendance entre les deux camps. Il n'y a pas, comment dire, une confirmation officielle d'un cessez-le-feu. Et ça qui crée, comment dire, le chaos ou, comment dire, un malaise pour l'opinion publique et tous les médiateurs, soyons égyptiens ou qatarites ou américains. Alors, Monsieur l'ambassadeur, l'Égypte joue un rôle axial dans cette question de médiation pour pouvoir alléger les souffrances du peuple palestinien via l'acheminement de l'aide humanitaire, d'où l'importance du terminal de Rafah. L'Égypte, donc, elle est là, et les États-Unis, quand ils veulent trouver une solution actuellement pour que le Hamas puisse, ou la résistance palestinienne puisse accepter le plan qui a été proposé, donc ils font la pression sur les médiateurs. Quel est le plan d'action égyptien? Premièrement, je veux dire, s'il y a une volonté politique des Américains, il y a toujours une issue. Si les Américains veulent passer cet accord-là, ils ont, comment dire, la force d'imposer ce cessez-le-feu à Israël. Comment dire, le passage de Rafah, c'est les poumons de Gaza. Il a été toujours les poumons de Gaza. Avant l'agression, il y avait 8000 tracts qui passaient chaque jour avec tout genre de, comment dire, de vivres, comme les médicaments, comme le gaz, etc., etc. Et le passage de Rafah était le seul issue des Palestiniens pour aller étudier à l'étranger ou se faire traiter en Égypte. C'était le seul point, et le seul point de communication avec le monde étranger. Et le passage a été fermé pour l'agression israélienne et l'occupation israélienne du point de passage, qu'on a catégoriquement refusé. Alors, je sais très bien qu'il y a 6 points de passage entre Israël et entre la bande de Gaza. Si les Israéliens ont une volonté pour alléger l'aide humanitaire, ils peuvent ouvrir ces points de passage. Oui, mais oui, ils veulent pas. nous savons tous qu'Israël n'a pas la volonté, qu'Israël elle n'obéit pas ni aux lois internationales, et les Américains ou les États-Unis n'exercent pas de vraie pression sur le gouvernement israélien. Quel serait votre pronostic de la situation actuelle? Je veux dire, ce plan qui a été proposé par Joe Biden, quelle est son issue, quel est son devenir, d'après vous, en tant que commentateur politique, monsieur l'ambassadeur? Il y a eu avant ça plusieurs initiatives, plusieurs propos, mais sans vraiment mettre une pression sur Israël. Les Israéliens sont toujours un art d'entrer dans des négociations et puis entrer dans des détails et égarer les négociateurs. Ils n'ont pas une volonté d'accepter les propos, ils toujours évadent à une signature ou à un accord final. Ils trouvent toujours des détails pour s'évader et ne pas signer un accord qui est clair et net pour les cesser le feu. Et une fois, comment dire, ils disent parce que le Premier ministre n'a pas une majorité gouvernementale et la pression du moins de l'opinion publique israélienne, ils trouvent toujours des raisons pour s'évader, mais le monde international doit mettre à Israël un point, c'est tout, et un point de vérité. Il doit y avoir une pression vraiment
jusqu'à la sanction économique même. Oui, on pourrait se poser la question, Excellence, quel genre de pression pouvons-nous avoir sur cet État qui ne se conforme pas au droit international, mais aussi avec la première, cette motion, ou ce projet de loi qui a été hier soumis au vote au Sénat américain, qui impose des sanctions même à la Cour pénale internationale et au procureur général lui-même. Et que le président Biden a dit que tout le monde serait passible de sanctions, toute personne qui va attenter à nos alliés. Comment vous commentez cet état de fait? La Cour pénale internationale, c'est un cours de justice qui n'est pas politisé, qui travaille avec la loi, qui travaille en fonction de la loi humanitaire internationale et la loi pénale. Comment pénaliser, une Cour internationale de justice? Moi, je ne comprends pas. Si on pénalise les juges, alors comment on peut avoir une justice internationale qui est impartielle? Alors, le système judiciaire des Nations Unies va, s'écrouler très prochainement. Il n'y aura pas de justice. Moi, c'est un très mauvais pronostic, qui va monsieur au-delà, de la morale. Oui, donc merci d'avoir participé à ce programme. En tous les cas, ce pronostic est vraiment, je veux dire, très difficile, je veux dire, à concevoir ce qui peut se passer et comment on altère la notion même de loi internationale, des cours de justice qui ont été adoptés et créés par ces États, donc, et aujourd'hui, ils sont passibles de sanctions. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur, Ayman Moucharafa, ancien ministre adjoint du ministère des Affaires étrangères. Merci pour votre participation. Madame, Monsieur, c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Merci à toutes et à tous. Hani Farag va reprendre la relève pour son programme dans quelques instants.